Aujourd'hui, plus de 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, la franc-maçonnerie française s'est métamorphosée. Plus transparente, elle s'est ouverte au grand public pour s'éloigner de l'image de secte mystérieuse que certains lui prêtent encore. Tout le monde connaît la franc-maçonnerie. Vous en trouvez des échos dans les librairies, dans la presse. Vous pouvez accéder à tous les rituels dans tous les ouvrages qui paraissent en librairie. Société discrète, mais certainement pas secrète. Ce qui s'y fait dans la discrétion. Et les membres de la franc-maçonnerie souhaitent cette discrétion. Tout maçon peut dire qu'il est maçon. Mais c'est une question de confiance entre les frères et les sœurs, de ne pas avoir à révéler la qualité maçonnique ou non d'un frère ou d'une sœur. Ça ne regarde que lui, et il n'y a que lui qui peut s'en prévaloir. Après avoir été longtemps interdite aux femmes, la franc-maçonnerie est devenue mixte dans de nombreux pays et s'est ouverte à de nouvelles catégories de membres. Les femmes en franc-maçonnerie sont entre 18 et 20%, toutes obédiences confondues. Ce qui est bien, c'est que le paysage maçonnique français offre la possibilité de travailler soit en mixité, soit entre femmes ou entre hommes. La franc-maçonnerie aujourd'hui est devenue quand même beaucoup plus populaire qu'elle n'était au XVIIIe siècle. Ses membres sont très différents. Vous en trouvez dans toutes les catégories de la société. Des fonctionnaires, des artisans, des professions libérales, des médecins, des juristes. C'est vraiment très mélangé et c'est l'intérêt de la chose, je dirais. Des réseaux, puisque je dénonce également ces politiques des réseaux, notamment très franchement la franc-maçonnerie qui aujourd'hui détient le pouvoir politique en France. Malgré la méfiance qu'elle suscite chez certains et les accusations de ses adversaires, la franc-maçonnerie continue de séduire de nouveaux frères et de nouvelles sœurs, prêts à entrer au sein de cette société initiatique et à en perpétuer les codes, les rituels et la philosophie. La franc-maçonnerie s'adresse à tout homme et toute femme qui souhaite découvrir une méthode originale, personnelle, dénuée de tout dogme, à deux conditions. Avoir un casier judiciaire vierge et n'avoir jamais appartenu à un mouvement prenant l'exclusion de l'autre en vertu de sa race, de ses origines. Ce sont les deux seules conditions. Pour avoir consulté récemment les chiffres de notre obédience, actuellement, il y a plus de 1000 demandes d'accession à l'initiation. Il y a une véritable demande, un engouement pour cette méthode qui permet aux gens de se ressourcer dans un temps particulier, coupé de l'agitation du monde. Le caractère discret de l'institution fait que on peut frapper à la porte, mais nous ne faisons pas de campagne de communication. C'est vraiment pouvoir répondre à un désir d'une profane d'accéder à un lieu de réflexion, de ressourcement, de partage, de tolérance, de valeur, et avec un support symbolique qui est mis à disposition et une longue transmission d'aînés à plus jeunes. La maçonnerie a survécu à 3 siècles de bouleversements. La Révolution française, les empires, la société industrielle, les grands dogmatismes qu'ont été le communisme, le fascisme, le néolibéralisme, la postmodernité. Pour moi, la maçonnerie ne peut pas mourir. C'est vrai que la franc-maçonnerie a quand même 300 ans d'existence. C'est à la fois une force, mais ça pourrait être une faiblesse. Si on refusait d'évoluer, si la franc-maçonnerie refusait totalement de s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Mais je pense que justement, si la franc-maçonnerie existe depuis 300 ans, c'est qu'elle a su s'adapter d'une certaine façon. La franc-maçonnerie a un avenir, mais à condition que ce ne soit pas une vieille dame frileuse qui refuse d'évoluer. À quoi ressembleront les loges françaises ou étrangères du futur? Que vont devenir leurs sphères d'influence et leur pouvoir sur la société, la politique
et l'évolution du monde dans les décennies à venir. Impossible de répondre à ces questions avec certitude. Mais une chose est sûre, le symbole de l'équerre et du compas continuera encore longtemps à trôner sur les temples de cette société secrète qui a réussi à traverser l'histoire. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que représentait l'image de Marianne pour les républicains du 19e siècle, hein, ceux qui se sont battus pour installer le régime et qui se sont battus donc contre, à l'époque, les monarchistes, les bonapartistes. Le combat a été difficile. On est mort pour Marianne hein, sur les barricades de la Commune de 1848. Et donc, cette image de Marianne, qui nous paraît aujourd'hui très folklorique, elle était quelque chose de quasi religieux pour ceux qui avaient la foi républicaine et qui se battaient pour installer ce régime. Voilà, cette Marianne, qu'on appelle la Marianne de Tlemcen, elle date du 14 juillet 1882. Et je l'ai mise ici parce que c'était l'endroit où Louis-Philippe mettait son trône. Les parlementaires rendaient hommage à Louis-Philippe et partaient dans l'hémicycle. Eh bien, j'ai voulu la mettre au milieu, car quand les parlementaires rentrent dans l'hémicycle, ils passent devant le regard de Marianne. Celle-là est une Marianne maçonnique intéressante, car elle a été, sous la Troisième République, la Marianne de l'obédience maçonnique du Grand Orient de France. Une Marianne maçonnique, voilà qui m'intrigue. Allons poser la question aux intéressés. Direction, le Grand Orient de France. Cette Marianne est-elle anecdotique ? Non, ce n'est pas anecdotique et la franc-maçonnerie va jouer un rôle très important dans la Marianne probablement la plus emblématique de la Troisième République. Les républicains, à partir de 1870, 1875 et 1880, vont peu à peu convaincre le pays que la République est le régime le plus bénéfique pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs outils de la démocratie. Il y a l'école, il y a le savoir, il y a la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et la République va mettre ça en place très vite, à partir de 1880. Et à ce moment-là, eh bien, il faut un emblème, une effigie qui représente ce nouveau régime, ce régime qui veut faire des citoyens, qui veut émanciper les Français. Il y avait cette Marianne qui venait de la Révolution, un peu en demi-teinte, et donc ils vont décider d'en faire vraiment un emblème militant de la République en construction. Et donc Jacques France va faire une Marianne et il va la décorer d'un cordon avec des emblèmes maçonniques, équerre, compas, niveau. Mais à partir du moment où un certain nombre de dignitaires maçons, qui sont aussi des hommes politiques républicains avec des responsabilités, vont vouloir en faire l'emblème de la République, le buste de la République, bien sûr, on ne pourra pas conserver les emblèmes maçonniques. Et donc Jacques France va faire une deuxième version de sa Marianne avec les grandes dates de la République. Elle est exactement pareille, il s'est pas fatigué, si on peut dire, mais bon. Donc exactement le même cordon, mais au lieu d'attributs maçonniques, il va y avoir les trois grandes dates de la République, 1789, 1848 et 1870. Et en France, on avait une tradition, c'était de mettre un buste symbolisant le régime dans les mairies, dans les préfectures, dans les lieux institutionnels, sur une petite étagère. Alors il y avait eu le buste de Napoléon, de Louis XVIII, de Louis-Philippe, de Napoléon III, et là, l'étagère était un peu vide. Et donc, la Marianne de Jacques France, eh bien, elle va pouvoir se déployer dans les grandes, moyennes et petites villes comme emblème d'une république qui s'affermit. Donc, à partir de 1870 et l'installation de la Troisième République, les bustes vont se multiplier dans nos écoles et nos mairies. Cela est-il devenu obligatoire ? Il n'est pas obligatoire, mais c'est un usage qui veut que, dans une mairie, on installe le buste de Marianne pour montrer, afficher les convictions républicaines.
À une époque, c'était pas évident. Toutes les communes n'étaient pas forcément des fanatiques de la République, surtout dans l'Ouest, en Vendée, par là. Donc la Marianne, c'était de dire, nous sommes une commune républicaine, les libertés, égalité, fraternité, c'est chez nous. Et vous savez que les républicains, qui étaient très laïcs, pensaient que la République, ce ne sont pas simplement des institutions. Il faut avoir la foi dans la République, il faut aimer la République. Alors ils se disent, il faut qu'on trouve une prière pour honorer la République, comme les chrétiens ont des prières pour honorer leur Dieu. Alors ils réfléchissent et un jour, ils tombent sur « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et ils disent « Mais c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on... » Ah oui, mais vous ne pouvez pas mettre « Je vous salue Marie ». Alors ils ont imaginé une prière et salut, Marianne pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles, la République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. D'autant que ici, ça résonne comme dans une cathédrale. Ça résonne comme une cathédrale parce que nous sommes le temple de la République. Nous veillons sur les droits et les libertés qui sont au cœur même du pacte républicain. Quelles que soient les options politiques des uns et des autres, la République, ce sont un certain nombre de principes. Le principe de l'égalité, le principe de la liberté, le principe de la laïcité. Tous ces principes, ils permettent, en les faisant respecter, à des hommes et à des femmes d'origine, de conditions, de croyances, de couleurs différentes, de vivre ensemble. C'est ce que Renan appelait le rêve d'avenir partagé.